Mais rien, mais rien. Non, rien, comme ça. Allô? Allô, docteur? Allô, baron? Vittorio Manalese. Manalese. Pourquoi ça? Allez, 3 heures du matin à New York, eh oui, vous pouvez pas vivre comme tout le monde. Oh, mais dites donc, vous allez être un autre! Crétin! Triple andouille! Boutonneux! Mon cabinet a reçu un appel particulier. Un certain Vittorio Manalese m'a appelé pour me confier une affaire qui le concernait. J'ai décidé de traiter cette affaire qui m'était proposée et qui représentait une très belle opportunité pour parler de ce film extraordinaire qu'est Le Clan des Siciliens. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode du Ciné des Pénalistes, l'émission qui analyse les films au regard de l'actuel droit pénal français. Et l'épisode d'aujourd'hui sera consacré au film Le Clan des Siciliens. Mais avant de décortiquer ce film, je vais vous le présenter pour les malheureux qui ne le connaîtraient pas encore. Le Clan des Siciliens est un film français sorti en 1969, réalisé par Henri Verneuil et dont la célèbre musique a été composée par le grand et magistral Ennio Morricone. En plus d'être un véritable bijou scénaristique et musical, ainsi qu'un grand succès en salle avec plus de 4 millions d'entrées, le casting mis à l'écran est un trio d'immenses légendes du cinéma français, composé par le vieux parrain Jean Gabin, le brutal au cœur sensible Lino Ventura et le voyou imprévisible au visage angélique Alain Delon. Brièvement, le film raconte l'histoire d'un truand évadé, Roger Sartet, joué par Alain Delon, qui s'allie à une famille mafieuse sicilienne dont le chef est Vittorio Manalese, joué par Jean Gabin, afin de réaliser un audacieux vol de bijoux, tout en étant traqué par un commissaire déterminé joué par Lino Ventura. Le film est exceptionnel car il réunit Jean Gabin, Lino Ventura et Alain Delon sur une même affiche. C'est la deuxième fois que Alain Delon se retrouve avec Jean Gabin dans un même film, le premier qu'ils ont fait ensemble étant Mélodie en sous-sol en 1963. Ils se retrouveront ensemble une troisième fois, dans Deux hommes dans la ville en 1973. Alain Delon et Lino Ventura avaient joué dans Le Diable et les 10 commandements en 1962 et Les Aventuriers en 1967. Quant à Lino Ventura, il avait commencé sa carrière aux côtés de Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby en 1953. Suite à ce film, les deux hommes deviendront amis et joueront dans Razzia sur Hachnouf en 1955, Crime et Châtiment en 1956, Le Rouge et Mi en 1957 ou encore Maigreton un piège la même année. Mais ce film est aussi un bijou pour pénalistes passionnés, car ils ont tout le loisir d'y réaliser l'un des cas pratiques les plus intéressants qui puissent leur être donnés au cinéma. Quant aux simples curieux, cette vidéo sera pour vous l'occasion d'apprendre plein de choses tout en regardant une vidéo sur votre film préféré. Alors commençons sans plus tarder avec la première scène importante qui est celle de l'évasion. Alors, on y va? On y va. Le film s'ouvre sur l'évasion spectaculaire de Roger Sartet, personnage interprété par Alain Delon. Pour résumer, il reçoit un petit appareil qui scie le métal via un complice déguisé en flic. Et il s'en sert pour scier le sol du camion où il est transféré en prison. L'évasion est sanctionnée par le code pénal. Mais pour qu'il y ait une évasion, il faut un détenu, c'est-à-dire toute personne placée en garde à vue ou sous le joug d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, ce qui est le cas de Roger Sartet, qui est transféré en maison d'arrêt. La condition de la détention est bien acquise. Ensuite, la personne doit être soumise à une garde. En l'espèce, Roger Sartet est bien sous la garde d'un agent pénitentiaire. La personne, dans l'évasion, se soustrait à cette garde. Ici, Roger Sartet s'y soustrait bien en sciant le métal du camion et en prenant la fuite. L'évasion se réalise par violence, effraction ou corruption. Ici, le fait de scier le camion constitue une effraction. Enfin, celui qui s'évade doit avoir l'intention, c'est-à-dire chercher à se soustraire à l'exécution de la peine. Ici, Roger Sartet a bien l'intention d'échapper à sa peine. Il y a une aggravation lorsque l'évasion a lieu en bande organisée. La peine sera de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, et elle est encourue par chacun des participants, c'est-à-dire Roger Sartet, mais aussi tous les membres de la bande organisée. Suite à l'évasion, Roger Sartet est accueilli par la famille Manalese, en connaissance de cause. Il s'agit d'un recel de malfaiteurs. Le recel de malfaiteurs exige une infraction d'origine qui soit criminelle. Roger Sartet est un criminel car il a tué 2 policiers, sans être déjà condamné car il sort de l'instruction. Le recel de malfaiteurs est caractérisé par le fait de fournir un logement et des moyens d'existence. Ici, c'est bien le cas. Le recel de malfaiteurs doit être effectué en connaissance de cause. Ici, la famille Manalese sait qu'elle n'héberge pas un enfant de cœur. Par conséquent, l'infraction caractérisée du recel de malfaiteurs est réprimé. À l'état simple d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, le film s'enchaîne ensuite sur une succession d'infractions au cours d'une même nuit. Roger Sartet est dans un hôtel avec une habituée. Il s'agit d'un achat d'actes post-it usionnel, #autocensure. L'infraction suppose des relations cesse-UL avec une personne qui se livre à la prostitution en échange d'une rémunération ou d'un avantage. C'est bien le cas de Roger Sartet dans cette scène.
Une contravention ne suppose pas d'intention, elle se déduit de ce que l'on appelle la matérialité des faits, c'est-à-dire l'infraction commise dans les termes du texte pénal qui la réprime. Roger Sartet encourt 1 500 € d'amende. Suite à cette infraction, la police débarque à l'hôtel où se trouve Roger Sartet pour l'arrêter. La rébellion suppose que la victime ait la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. En l'espèce, Roger Sartet tire sur un policier. Le comportement qui caractérise l'infraction est un acte de résistance violente. Ici, Roger Sartet dégaine son arme et tire sur le policier. L'acte doit être commis alors que la victime agit dans le cadre de ses missions. Le policier agit bien dans le cadre de sa mission car il cherche à arrêter Sartet. L'auteur de l'infraction doit avoir connaissance de la qualité de la victime et a l'intention de lui résister. Sartet sait qu'il s'agit d'un policier. La peine à l'état simple est de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Cependant, lorsqu'elle est armée, la rébellion est aggravée à une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, ce qui est le cas ici. Mais Roger Sartet ne s'arrête pas là, car durant sa fuite, il saute d'un immeuble à un autre et rentre chez des gens par la fenêtre. Cette infraction suppose un domicile, c'est-à-dire tout local d'habitation contenant des biens meubles que cette personne y habite ou non, et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non. Ici, les gens dorment dans le local d'habitation. Par conséquent, il s'agit d'un domicile. L'infraction suppose une introduction ou un maintien dans le domicile d'autrui, ce qui a lieu par voie de fait. Enfin, il s'agit d'un délit intentionnel. L'auteur doit avoir conscience de s'introduire dans le domicile d'autrui. Cette intention ne fait aucun doute, puisqu'il le fait pour fuir. La sanction de la violation de domicile est de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. On va s'intéresser à la photo d'art et d'identité, avec le cas des faux passeports. Le comportement consiste en une altération de la vérité par un faux matériel ou intellectuel, c'est-à-dire un faux qui a un aspect intact, mais qui est faux dans son contenu. En l'espèce, dans le cas du film, l'altération de la vérité est bien confirmée. L'usage du faux est aussi réprimé. Les malfaiteurs utilisent des faux papiers à l'aéroport. La fabrication des faux papiers exige, pour être réprimée, la volonté de réaliser la falsification et la conscience d'altérer la vérité. C'est bien le cas de Malik, qui sait fabriquer des faux passeports. L'utilisation implique que les auteurs ont la volonté d'utiliser les fausses pièces et conscience de leur fausseté. Ici, ils connaissent bien la fausseté. La même peine est prévue pour le fabricant et pour l'utilisateur, c'est-à-dire 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende à l'état simple. Mais une circonstance aggravante est prévue lorsque le délit est commis de manière habituelle, ce qui est le cas de Malik, ou qu'il est commis en vue de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, ce qui est le cas des autres qui se servent de faux papiers afin de détourner l'avion. La peine est portée dans ce cas à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Suite à la fabrication des faux passeports, Malik fait obstacle à la manifestation de la vérité, infraction qui suppose au préalable la caractérisation d'un crime ou d'un délit. Il s'agit ici de la fabrication de faux. L'infraction consiste à détruire ou altérer un document qui faciliterait la découverte d'un crime ou d'un délit. C'est bien le cas. Il faut que Malik ait la volonté de commettre l'acte et la conscience de violer la loi pénale, ce qui est bien le cas ici, car il sait être dans l'illégalité et continue malgré tout à fabriquer des faux papiers. L'auteur de l'infraction doit agir dans le dessein de faire obstacle à la manifestation de la vérité. L'infraction est sanctionnée de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Ensuite, Jeanne se permet un petit bain de minuit en plein soleil. Elle est surprise par Sartet, mais aussi par un enfant qui joue au ballon sur la plage. Le comportement de l'exhibition consiste en un acte de nature à offusquer la vue de ceux à qui ils sont imposés. Au-delà de l'offuscation, il s'agit simplement d'apparaître dénudée à la vue d'autrui sans qu'un contact physique ne soit nécessaire. En l'espèce, elle apparaît dénudée, la condition est bien remplie. Ensuite, pour caractériser l'exhibition, elle doit avoir lieu dans un lieu public ou accessible au regard du public. La plage étant un lieu accessible à la vue de tous, la deuxième condition est remplie. Enfin, il s'agit d'un délit intentionnel, c'est-à-dire que l'acte est imposé à la vue d'autrui, il y a l'intention d'imposer à un tiers non consentant un spectacle CES-UL. L'intention n'est pas caractérisée. Sartet semble des plus consentants, quant à l'enfant il n'était pas souhaité qu'il y assiste, bien au contraire. Par conséquent, l'infraction n'est pas caractérisée car il n'y avait pas l'intention d'être vu. Par la suite, Roger Sartet va utiliser l'identité de Monsieur Evans et le film laisse entendre qu'il est tué. L'usurpation d'identité consiste à usurper l'identité d'un tiers, c'est-à-dire se faire passer pour quelqu'un dans le but, souvent, de commettre des actes illégaux. Roger Sartet utilise l'identité de Monsieur Evans afin de détourner l'avion et voler les bijoux. Il encourt 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour ces faits-là. Bien que le film ne le montre pas, il est soupçonné que Monsieur Evans ait été tué. L'infraction de meurtre suppose un comportement criminel, c'est-à-dire un acte positif. Il est supposé dans le film que Monsieur Evans a subi un acte l'ayant fait mourir. Le résultat est la mort d'autrui, ce qui est le cas ici. Il doit y avoir un lien de causalité certain entre l'acte commis et la mort d'autrui, ce qui est probablement le cas ici. Il faut enfin
une faute pénale intentionnelle car il s'agit d'un crime, c'est-à-dire la réunion d'un dol général, à savoir la volonté de commettre l'acte criminel et la conscience de porter atteinte à la loi pénale. Ici, Roger Sartet veut tuer Monsieur Evans pour prendre sa place et sait qu'il porte atteinte à la loi pénale. Il faut aussi un dol spécial, l'intention de donner la mort. Roger Sartet a l'intention de tuer Monsieur Evans. La peine encourue pour un meurtre est de 30 ans de réclusion criminelle, mais des circonstances aggravantes sont prévues, notamment l'article 221-2 du Code pénal. Le meurtre, qui a pour but de préparer ou faciliter un délit, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Ici, le meurtre a lieu dans l'objectif de faciliter le vol de bijoux et le détournement d'avions. Le comportement d'un détour d'aéronef consiste au fait de s'emparer d'un aéronef ou de prendre le contrôle de celui-ci par violence ou menace de violence. C'est puni de 20 ans de réclusion criminelle. En l'espèce, il y a bien une prise de contrôle de l'avion avec menace d'arme. Si le détournement est commis en bande organisée, la peine s'élève à 30 ans de réclusion criminelle. En l'espèce, il s'agit bien d'un détournement en bande organisée. Ensuite, concernant le vol, il nécessite d'abord une chose. En l'espèce, les biens volés sont des bijoux, il s'agit bien de choses. Il faut également une soustraction de cette chose, qui consiste à prendre, enlever, ravir, à l'insu du propriétaire. Il faut la volonté de s'approprier la chose comme si l'on en était propriétaire. En l'espèce, la soustraction est caractérisée, la condition est remplie. Enfin, l'appartenance à autrui est un critère de définition du vol. Ici, l'exposition appartient évidemment à une personne ou une institution, la condition est remplie. Le vol est une infraction intentionnelle qui suppose la réunion d'un dol général, impliquant la volonté de commettre l'acte et la conscience de porter atteinte à la loi pénale. Notre bande de voleurs remplit évidemment ces critères. De même que le critère suivant, qui consiste en l'intention de se comporter en propriétaire. Ici, les bijoux sont revendus, donc l'intention de se comporter comme propriétaire est confirmée. La peine est portée à 20 ans de réclusion criminelle et 150 000 € d'amende si le vol est commis avec menace d'une arme. En l'espèce, le vol est commis avec usage d'une arme, et comme les complices sont punis comme auteurs, tout le monde va se voir appliquer la circonstance aggravante. Le recel dépend toujours de la commission d'un crime ou d'un délit. Ici, l'infraction de recel dépend du vol commis plus tôt. L'objet du recel doit être une chose ou un produit. En l'espèce, il s'agit des bijoux. Le recel a lieu par détention matérielle ou par perception des bénéfices du produit de l'infraction. En l'espèce, la famille Manalaise détient les bijoux suite à l'infraction et les revend tout en bénéficiant de leur part. L'infraction de recel est intentionnelle, ce qui suppose que soit connue par les détenteurs l'origine frauduleuse. Ici, c'est bien le cas. Tout le monde sait d'où vient l'argent. En bande organisée, une peine de 10 ans d'emprisonnement et 750 000 € est encourue. Mais si la peine encourue par le vol est supérieure à celle du recel, l'auteur encourt la peine encourue pour le vol. Alerte spoil, je vais raconter la fin du film. À la fin, Vittorio Manalaise règle ses comptes avec Roger Sartet et la femme d'Aldo, Jeanne, à cause de la relation qu'ils ont failli avoir, dont toute la famille apprend l'existence à cause d'une gaffe de l'enfant qui jouait sur la plage. Et dire qu'à 2 minutes près, il allait se coucher et tout se terminait bien pour nos héros. L'article 221-1 du Code pénal sanctionne le meurtre, dont on avait déjà vu les conditions d'établissement de l'infraction, plus tôt pour Monsieur Evans. Une chose change néanmoins, la préméditation, qui est une circonstance aggravante du meurtre en assassinat. La peine encourue dans ce cas est la réclusion criminelle à perpétuité. On peut enfin envisager l'association de malfaiteurs, qui nécessite un groupement formé ou une entente établie dans le but de commettre des crimes ou des délits. Pour la caractériser, il faut plusieurs faits matériels commis. Il s'agit d'un délit intentionnel. La répression de la participation à une association de malfaiteurs est de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, si des crimes ou délits punis de ces peines-là ont été commis. En l'espèce, c'est bien le cas. Par conséquent, cette infraction s'ajoute à la famille Manalaise et à Roger Sartet. Avant de qualifier les peines encourues par les personnages, il convient de déterminer la loi applicable. Car dans cette affaire, il y a ce qu'on appelle un élément d'extranéité, c'est-à-dire qu'une partie de l'infraction a été commise à l'étranger, ici à New York. La loi française est applicable pour une infraction commise sur le territoire français, mais elle s'applique aussi à l'étranger lorsque les auteurs sont de nationalité française. En l'espèce, bien que le vol ait été commis à New York, tout a été préparé à Paris par des auteurs dont on peut considérer qu'ils sont de nationalité française. Au final, suite à ce lourd bilan, il faut établir les peines encourues par chacun des personnages principaux. Roger Sartet a commis ce que l'on appelle un concours d'infractions, et en plus de celles que l'on voit dans le film, on apprend d'autres infractions au début du film, lorsqu'il ressort de l'instruction. N'étant pas encore condamné mais en attente du jugement, il se trouve en état de concours d'infraction. Il était déjà coupable avant l'évasion, d'un vol à main armée dans une bijouterie et du meurtre de 2 policiers. Dans un cas de concours d'infraction, la peine prononcée peut atteindre le maximum le plus élevé des peines. Ici, Roger Sartet a commis en plus des infractions précédentes une évasion, l'achat d'actes de la rébellion, la violation de domicile, l'usurpation d'identité, le meurtre avec circonstances aggravantes, le détournement d'avion, le vol de bijoux et la participation à une association de malfaiteurs. La peine privative de liberté la plus élevée est la réclusion criminelle à perpétuité, et la peine d'amende la plus élevée est de 150 000 € d'amende, à laquelle s'ajoutent les 75 000 € de l'évasion, qui par exception ne se confondent pas aux autres peines d'amende. Par conséquent, Roger Sartet finirait aujourd'hui derrière les barreaux
pour les mêmes faits. Pour Vittorio Manalese, le film s'ouvre sur l'accueil de Roger Sartet, qui constitue un recel de malfaiteurs. Par la suite, il a commis plusieurs infractions, telles que l'usage de faux passeports, la complicité de meurtre aggravé de Monsieur Evans, pour lequel il faut rappeler qu'un complice est puni comme auteur, le détournement d'avion, le vol de bijoux et le recel. Il a participé à une association de malfaiteurs et commis le meurtre de Roger Sartet et de la femme d'Aldo. N'étant pas condamné pour l'ensemble de ces infractions, il n'est pas en récidive, mais dans une situation de concours d'infraction. Le maximum le plus élevé de chaque peine pourra s'appliquer. Vittorio Manalese encourt donc une peine privative de liberté de réclusion criminelle à perpétuité et 150 000 € d'amende. Les fils Manalese et la femme d'Aldo ont commis la complicité d'évasion, l'usage de faux passeports, la complicité de meurtre aggravé, le détournement d'avion, le vol de bijoux, le recel et la participation à une association de malfaiteurs. Ils encourent aussi la peine de réclusion criminelle à perpétuité et 150 000 € d'amende ainsi que 75 000 € pour l'évasion aggravée. Malik arrondit ses fins de mois de travail intensif de photographie d'art en fabriquant des faux papiers d'identité, avec la circonstance aggravante de le faire de manière habituelle. Il encourt 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. La peine absorbe l'infraction d'altération de la vérité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire si vous avez aimé le concept et si vous aimeriez le voir pour d'autres films. Et tant qu'on y est, précisez-moi quel est votre film préféré. Quant aux pénalistes, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres infractions dans le clan des Siciliens qui m'auraient échappé. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo.